On est de retour. Ceci est la deuxième partie de Être maghrébin en France. Donc, ceux qui tombent sur cette vidéo en premier et qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la regarder. Je la mets ici. Ça sera plus simple parce qu'il y a toute une suite logique. Tiens également à préciser que j'ai tourné les deux parties d'une traite. Donc ceux qui me disent Hakim, t'as qu'une tenue ou quoi, t'es Homer Simpson? Non, je suis pas Homer Simpson. Non, j'ai pas qu'une tenue, mais c'est juste que j'ai tout le filmé d'un coup pour optimiser mon temps, vous comprenez? Je tiens également à rappeler que je vais me lancer dans une série de shorts pendant le Ramadan. Ça sera un short par jour. Je vais me lancer dans les contenus courts. Si ça vous intéresse de savoir un peu comment c'est la vie au Maroc, le Ramadan au Maroc, ou parce que vous m'aimez bien, que vous avez envie de suivre mes aventures, je vous invite à vous abonner à mon Instagram et mon TikTok que je vais afficher. Également, je vous mets le sommaire du jour et les timecodes parce que, plus que jamais, ton confort est ma priorité. Donc, on en était où? On était sur une petite digression sur les médias où je soulignais l'importance et le fait que parfois c'est aussi dangereux de... Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est dangereux d'avoir des réussites trop express ou des réussites sans avoir travaillé pour, si t'as pas pris le temps d'élever ton niveau de conscience, ton niveau spirituel, et que tu as eu de l'argent trop facilement, souvent, ça mène à la catastrophe. On peut le voir avec ceux qui gagnent au loto, ou les scammers crypto-millionnaires qui font n'importe quoi et qui se retrouvent souvent ruinés. La réussite aussi, il y a une éducation à l'argent et il y a une éducation à la réussite. Parce que sinon, ça donne des trucs catastrophiques. Qu'est-ce que ça donne? Un pauvre qui a de l'argent du jour au lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Je vais vous le dire. Pas de panique. Ce qu'il fait, c'est que il va s'acheter des Lamborghini violettes fluo avec des jantes en diamant, des trucs immondes, dégueulasses qui servent à rien. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire des salles de bain, des carrelages entiers pour se les mettre dans les chicots, se faire des chicots en céramique. Après toi, tu veux refaire ta salle de bain, il y a des pénuries parce que tous les crypto-millionnaires, tous les influenceurs, tous les rappeurs, ils se les ont foutus dans les chicots et en plus c'est dégueulasse parce qu'ils s'enlèvent les dents, etc. Ou ils vont se prendre une femme en état avancé de plastification siliconée qui vont les ruiner et les humilier en TikTok live. Ou ils vont prendre une femme au naturel, ils vont financer sa plastification pour finir par se faire ruiner et humilier par TikTok live. Donc tout ça pour dire que ok, la réussite c'est bien, mais je pense que les réussites saines elles se construisent petit à petit et comme ça t'évolues, tu grandis en même temps que tu franchis les échelons. Et sinon tu finis comme les gagnants du loto qui finissent ruinés, comme les joueurs de foot qui finissent ruinés après leur carrière. Ok, donc la digression elle est terminée. On terminait sur la partie des médias, ok. Donc les médias ils sont là pour tous nous diviser les uns avec les autres. Ok, on tape prioritairement sur les musulmans, sur les maghrébins et nous on morfe énormément et franchement ça fait chier. Il y a plein de micro-divisions qui sont faites de manière assez subtile par les médias et il faut pas céder à ça. Faut prendre du recul, faut réfléchir, faut voir les vrais problèmes et faut se mettre à la place de l'autre. Parce que quand tu te mets à la place de l'autre, déjà, tu comprends un peu mieux. Si t'es pas musulman maghrébin, essaie de te mettre à la place d'un maghrébin ou un musulman qui fait chier personne, qui travaille. Si t'es un homme, mets-toi à la place de la femme. Si t'es une femme, mets-toi à la place de l'homme. Parce que chacun vit ses difficultés, chacun a des bonnes raisons de dire ce qu'il dit, mais faut prendre en compte aussi ce qu'il a l'autre. Et au lieu de s'opposer, c'est comme ça qu'on va se rassembler et voir les vrais problèmes qu'il y a dans ce pays et dans ce monde en général. Donc, mettez-vous à la place des gens. Faut avoir la volonté et la capacité de le faire. C'est pas tout le monde qui l'a, je sais, mais faut le vouloir. Parce que déjà, le vouloir, quand t'as la volonté de faire quelque chose, c'est que t'en as la capacité. Et si t'as pas la capacité de le faire, de toute façon, t'auras pas la volonté de le faire, tu t'en fous, tu chercheras pas à comprendre et puis tu resteras dans une médiocrité absolue toute ta vie. Alors on va passer une partie un peu plus cool qui sont des anecdotes que j'ai vécues moi dans ma vie sur le racisme directement. Donc comme on le sait, le racisme en général il est pas direct, il est souvent fait par des moyens un peu subtils, on te le dit jamais directement, mais moi ça m'est arrivé deux fois qu'on me le fasse directement et c'était deux fois la même soirée, donc c'est assez incroyable. Je vais vous expliquer le contexte. Donc le contexte c'est novembre 2015, juste après Charlie Hebdo. Donc ceux qui se souviennent, tout le monde sait ce qui s'est passé à Charlie Hebdo en novembre 2015. Non, c'est pas Charlie Hebdo, c'est le Bataclan, pardon. Donc c'est le Bataclan novembre 2015, donc c'était un climat qui était super tendu. Ah, faut savoir qu'à l'époque, j'avais une barbe beaucoup plus grosse, tu vois. Ça aura son importance. Donc ce que je fais, c'est que je sors de chez moi, je devais rejoindre des amis dans un café bar Saint-Michel. Pour ceux qui sont parisiens, vous connaissez le quartier de Saint-Michel, Odéon, qui est très connu. Donc je devais les rejoindre. Donc je marche rue des Pyrénées dans le 20e arrondissement. Ceux qui connaissent Paris et le 20e, ils connaissent cette rue qui est très grande et très connue. Donc je marche et j'entends PAC à mes pieds.
sais, je suis choqué là. Je me suis dit, putain, il y a un truc, il y a un gros fracas qui se fait en bas de mes pieds. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Je vois une canette d'Oasis tropicale. Donc je dis, ah, c'est pas grave. C'est peut-être quelqu'un qui a bu sa canette, qui l'a jetée par la fenêtre. Hein. Tu sais, il y a des gens qui font ce genre de choses. Mais sauf que je me dis, c'est quand même bizarre parce que ça a vraiment tapé très fort. Donc j'inspecte la canette d'Oasis Tropical de plus près et je vois que la canette, elle était fermée. Donc elle était vraiment pleine et fermée. Une canette qui est pleine et fermée, c'est limite une arme. Donc le mec qui m'a jeté ça, il voulait me limite. On a voulu le mec il est arrivé, il a balancé très fort à mes pieds. Si ça m'avait touché à la tête, mais où je serais aujourd'hui? Ça se trouve, je serais même plus là à vous faire ces magnifiques vidéos. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la réaction la plus débile au monde, c'est pose en bas de l'immeuble, descends si t'es un homme, je t'ai vu, descends si t'es un homme. Ça, c'est la chose la plus débile à faire, parce qu'un mec qui t'attaque en traître avec une canette d'Oasis tropicale, c'est pas un mec qui est courageux. Donc soit il aura pas le courage de descendre, ou soit il va descendre, mais il va pas te prendre en mode chevalier, un duel, honneur, force et honneur. Hein. Enfin, il va venir avec quelque chose qu'il aura trouvé dans sa cuisine, comme dans un clip de Ziak, ou il va venir avec des amis, ça va dans tous les cas, ça va mal se passer pour toi, parce que jamais il va descendre. Donc ça, c'est le pire truc à faire, parce que on pourra pas être gagnant. Donc ce que je fais, c'est que je crie pendant 2-3 minutes, je passe pour un con dans le voisinage. Bon, après, je me dis, bon, on va pas se laisser miner par ça. Donc, je continue ma route, je continue ma vie. Donc, je vais à Saint-Michel. Et j'arrive au café, au bar. Donc, je suis posé, je parle avec des amis. Et cette époque-là, ça faisait 1 mois que j'étais revenu d'Afrique du Sud. Parce que moi, j'avais fait un stage de 4 mois en Afrique du Sud à l'époque. Et donc, je raconte comment j'ai eu mon visa. Et je disais, oui, bah comme t'es français, ton visa, tu dois faire que ça par rapport à d'autres pays. T'as des facilités. Et il y a une meuf qui pop de nulle part et qui me dit, tu es pas français, toi. Bon, faut savoir qu'elle était en état d'ébriété extrêmement avancé. Hein. C'est important aussi de savoir. Elle dit, t'es pas français, toi. Et moi, que je suis un peu con parfois, je vois pas le mal de ce que je dis. Donc je lui explique. Si, en fait, comme j'ai la nationalité française, bah c'est plus facile d'avoir des visas par rapport à d'autres pays, d'autres continents par exemple, tu vois. Elle me dit non, mais t'es pas français, arrête de dire que t'es français. Et elle commence à péter un câble, la fille. Et moi, ça me fait rire, je m'en foutais un peu, ça me fait rire. Et de toute façon, elle se fait attraper par ses potes, elle la calme. Et puis après, je continue ma soirée, je parle avec mes potes, je fais ma vie. Et 30 minutes après, cette fille-là, elle veut pas lâcher l'affaire, elle revient me voir, elle me pisse, elle fait, tout à l'heure, t'as dit que t'étais français, pourquoi tu dis que t'étais français? Jamais, toi, tu dis que t'étais français, t'es pas français. Elle pète un câble complètement, mais elle devient folle. Et ça, c'est la peur qui fait ça aux gens. À la fin, elle se fait virer par les videurs, les mecs du café et du bar, elles me disent, oh, on est vraiment désolé de ce qui se passe, tu sais quoi, prendre un truc, c'est pour la maison, etc. Donc, ils ont été quand même cool, là. Ils ont été assez justes sur ça. Et puis même cette pauvre fille, je leur en veux pas, elle était bourrée, y a la peur aussi qui joue, c'était un climat qui était assez tendu, mais c'est la seule fois où j'ai vécu du vrai racisme. Donc l'attaque à l'Oasis Tropicali, imagine si ça avait été la fin de ma vie, c'est une mort qui est pathétique, décès par Oasis Tropical, ça aurait été catastrophique. Et ça, bon bah c'est pas bien méchant, mais c'est des choses qui m'ont marqué, tu vois. Et c'est les premières ou dernières fois que ça m'est arrivé. Là aussi on va passer à un gros morceau, c'est l'emploi. Donc le monde du travail en tant que maghrébin en France. Et je vais vous raconter une petite histoire à ce sujet qui m'est arrivé personnellement. Donc il y a une dizaine d'années, quand j'étais encore étudiant, il y a toujours des moments où tu dois trouver des stages obligatoires pour valider tes années, d'accord? Donc ce qu'on fait, c'est qu'avec un ami de ma classe, on se dit, on se donne rendez-vous à 12h30, comme ça on va déposer un CV à telle boîte qu'on avait repéré. Ok, donc on avait rendez-vous à 12h30, parce qu'après on avait cours à 14h. Donc on se donne rendez-vous à 12h30. J'arrive à 12h30, 35, 40, et il est toujours pas là. Donc il m'envoie un message et il me dit, désolé frérot, je suis retenu pour tel engagement, donc moi je viendrai plus tard, donc vas-y sans moi. Je veux que tu fais, ok, pas de problème. Donc j'y vais, je marche, j'y vais. Je vais pas dire le nom de la boîte. Et j'y vais et je fais bonjour monsieur, je cherche un stage. Tenez, j'ai mon CV. Après je dis ouais, oui, non mais c'est bien, mais c'est un peu embêtant parce que là on n'a pas vraiment de place. Il était super bon acteur le mec, on n'a pas vraiment de place. Alors, je réfléchis. Non, ça va être compliqué, on est un peu full, mais revenez d'ici quelques mois, il y a des places qui vont se libérer. Bon, j'avais un peu le seum, mais il y a rien qui m'avait alerté à ce moment-là. Donc je continue ma vie, je marche, bon j'avais un peu le seum, je vais manger et je retourne en cours. C'est pas, je retourne en cours à 14h, donc j'arrive à 14h, les cours commencent, et il y a mon pote qui devait venir avec moi, il arrive à 14h15, 14h20, et il me dit, oh truc de ouf, je suis parti postuler à la boîte, ils m'ont fait passer l'entretien sur place, ils m'ont pris, je vais commencer le 31, machin et tout, et tu sais quoi, ils m'ont dit qu'ils prenaient d'autres stagiaires, donc va postuler, comme ça on va travailler ensemble, on va se taper des barres, ça va être trop bien. Et moi je lui dis, parce que j'avais honte, parce que je me sentais diminué par rapport à lui. Je me sentais diminué par rapport à lui, donc je me suis senti obligé de mentir. Je lui ai dit, non, mais moi, je suis pas allé au final, je le sentais pas, j'ai pas envie, j'ai d'autres pistes, etc. Bon, il m'a dit, ok. Et mais je me dis, c'est quand même un truc de ouf que moi, ils m'ont inventé une histoire, ils m'ont même pas laissé la chance, ils m'ont dit direct, on n'a pas de stagiaire, lui, ils l'ont pris direct, parce qu'ils savaient pas qu'on était potes, hein. Il est peut-être allé une demi-heure après moi,
doivent souvent avoir des gens qui passent, donc ils ont pas fait le lien. Et lui, ils l'ont pris direct, et moi, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de place. Et là, je peux vous dire que ça fait mal au cœur, hein. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur. Ceux qui l'ont jamais vécu, d'être rejetés comme ça, on peut instinctivement dire si on l'a pas vécu, bon, c'est pas grave, hein. Un stage, tu en trouveras un autre, d'accord, mais quand même, ça laisse des dégâts au cœur, hein, je vous promets, hein, le rejet pour des trucs comme ça, juste pour ce que t'es, puisqu'il y avait pas vraiment, il y avait pas d'autres raisons, il y avait pas de raison objective que lui, on lui laisse sa chance, et pas moi, à part que moi j'étais d'origine maghrébine, et pas lui. Donc j'essaye quand même de pas être dans la parano totale, mais au bout d'un moment, il y a quand même des faits qui sont là. Et ceux qui auraient des doutes, je vais raconter aussi une autre histoire qui m'est pas arrivée à moi, mais qui est arrivée à un ami à moi. Quelqu'un qui était dans ma promo, c'était quelqu'un qui était marocain comme moi. Sauf que lui était sauf que lui il avait sa mère française, un truc comme ça, il était moitié-moitié. Et donc, ce mec-là, il avait un premier prénom qui était à consonance maghrébine, et un deuxième prénom qui était à consonance française, comme ça arrive souvent dans les couples mixtes qui ont des enfants. Et donc, ce mec-là, il cherchait absolument une alternance pour la deuxième année. On était en première année d'école de commerce. Et d'ailleurs, peut-être qu'il regardera cette vidéo, il se reconnaîtra. Et donc, il cherche une alternance pendant des mois, des mois. Il voulait absolument être en alternance. Il trouvait pas, il galérait, il en pouvait plus. Donc, ce qu'il fait, c'est que au bout d'un moment, il en a marre et il comprend, il sent le problème, tu vois. Et ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'utiliser son prénom maghrébin, il va utiliser son second prénom, qui est un prénom à consonance française. Et là, je vous promets les mecs, il l'a trouvé en 2-3 semaines direct une alternance. Alors qu'il galérait depuis des mois. Et là, on peut pas dire, ouais, mais c'est pas, peut-être qu'il y en a qui se vend mieux que l'autre, peut-être qu'il y en a qui a des meilleures expériences. Non, là, c'était le même mec. Là, c'est le même tête, même compétence, même CV, juste un prénom qui change. On peut pas nier que c'est une réalité. Et ça, c'est un message aussi que je voudrais passer aux jeunes qui sont d'origine maghrébine et qui sont en études supérieures, qui galèrent avec les stages ou qui vont galérer avec les stages, parce que je sais ce que c'est. Et c'est des choses qui vous arrivent, les gars. Bon, si ça vous arrive pas, tant mieux, je vous le souhaite, mais c'est des choses qui vont arriver. Et je sais que c'est compliqué. Et les gars, faut juste avoir la foi, faut tenir. Et au bout d'un moment, il y a forcément quelqu'un qui va vous faire confiance. Faut tenir, faut avoir la foi. Et la première match, c'est la plus compliquée parce que une fois que t'as le premier emploi ou les deux premiers, que t'as plusieurs années d'expérience, t'auras plus ces problèmes-là parce que t'as été validé socialement, que t'as une expérience, que t'as un réseau qui est en train de se former petit à petit. Donc c'est plus la première marche qui est en réalité difficile et ensuite ça coule un peu tout seul. Et en plus, ensuite t'as la possibilité de partir à l'étranger si vraiment tu veux gagner plus. Tu sens que c'est un peu trop tendu. Tu sens que t'es un peu plafonné parce que forcément il y a un plafond de verre dans certaines boîtes. Moi, je sais qu'après mes études, je suis resté bien au moins 1 an et demi sans trouver de taf, hein. Et tu vois ça fait mal, hein. Vraiment, ça fait mal. Donc, je comprends ceux qui vivent ça et qui vont vivre ça. Je suis avec vous, les gars. Parce que ça fait très mal. Tu vois, les gens qui étaient avec toi à l'école, qui sont pas forcément meilleurs que toi, qui ont rien de plus que toi, qui signent leur premier CDI. En plus, tu vois les messages CDI signés. Et après, les semaines y passent, les mois y passent, quand t'es en plein doute, t'as que des échecs. Tu te dis, mais quand est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Et c'est chaud. Tu perds confiance, etc. Et tu vois des gens qui commencent à évoluer dans leur boîte parce qu'ils sont à plus d'un an. Toi, t'as pas trouvé ton premier job. Eux, ils sont déjà en train d'évoluer, mais tu prends leurs apparts d'évoluer. Toi, t'es comme ça, sur le côté. Et tu peux vite tomber en dépression. C'est compliqué. Donc, les gars, faut tenir bon. C'est compliqué. La première match, c'est plus difficile. Faut serrer les dents, avoir la foi et pas lâcher l'affaire. Ça sera plus difficile, mais bon. Plus c'est difficile, plus la victoire est belle, les gars. Maintenant, on va parler d'un sujet qui est assez délicat, c'est la police. Donc je vais essayer de le plus nuancé possible, parce que j'ai pas envie de m'attirer de problème, mais de toute façon, je vais donner mon avis sincère, puisque mon avis, il est de façon nuancée. Ça me fait rigoler quand même les gens qui sont ultra virulents contre la police, parce que pour moi, il n'y a pas à être pour ou contre la police, il y a à être pour ou contre l'injustice en réalité. Et souvent, les plus virulents, c'est pas forcément les mecs de quartier, hein, c'est souvent des étudiants à la fac qui font 60 kilos tout mouillés, qui fument des clopes roulées, tu vois le profil, qui crie des ACAB, all copper bâtard, tu vois c'est laquelle? Et c'est les plus virulents qui, s'il y avait pas la police, ils passeraient pas l'hiver. Ils tiennent même l'hiver, je suis gentil, hein, en réalité, ils tiennent pas 48 heures, mais ils sont ultra virulents. Parce que sans la police, vous vous rendez pas compte des gens qu'il y a, hein, des malades qu'il y a, des prédateurs qu'il y a. Sans la police, mais vous serez foutus. Donc, il n'y a pas à être pour ou contre la police, je le répète, mais pour ou contre l'injustice. Puisque la police est indispensable dans nos sociétés modernes, parce que quand tu habites dans une grande ville et que vous êtes des millions, bah il y a une anonymisation, il y a une déresponsabilisation qui fait que tu peux voler, arnaquer, faire n'importe quoi à quelqu'un qui est dans la même ville que toi et puis partir et de toute façon tu le recroiseras jamais de ta vie. Donc il est obligé d'avoir la police pour nous protéger et pour sécuriser tout ça. Encore à la rigueur, si on vivait comme à l'époque dans des petites communautés, si on était 1000, 2000, tout le monde se connaît. Si tu voles, t'arnaques, tu joues avec les gens, tu fais n'importe quoi, bah de toute façon, t'es identifié, on connaît tes parents et on saura où toquer s'il y a un problème. Et moi, dans tous les cas, bon là, ça dépasse le sujet, mais moi, je pense pas qu'on soit fait pour vivre dans des grandes mégalopoles comme ça, à des millions de personnes. Je pense pas que l'être humain il soit adapté pour ça.
Je pense plutôt qu'on devrait vivre dans des communautés, c'est plus sain, et puis tout le monde se connaît, ça crée de la confiance, et c'est mieux. Je pense que ça créerait moins de malheur en réalité qui est causé par les grandes villes aujourd'hui. Donc on est d'accord qu'il y a aussi un gros problème avec la police. T'as qu'à voir toutes les affaires qu'il y a eu, les bavures, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en France, les affaires récentes. Et ça, c'est impardonnable, c'est catastrophique, et je comprends pas ceux qui défendent ça. C'est indéfendable. La police, ils ont quand même un devoir d'exemplarité. Ils ont quand même un devoir vis-à-vis du citoyen. Protéger et servir, c'est leur motto. C'est pas protéger hagar, tu vois ce que je veux dire. Et la police aussi, ça marche avec la confiance. Tout ce qui est bavure, les injustices, toutes les affaires qui ont été couvertes de façon honteuse, et même toutes les personnes qui justifient certaines bavures en disant ouais mais de toute façon c'était un délinquant. Bah alors c'est un délinquant, jugez-le, mais y a pas à tuer les gens comme ça gratuitement, ça c'est pas possible. Et aussi ça jette le discrédit pour toute l'institution. Parce que moi j'ai rencontré pas mal de policiers qui étaient très sympas, qui étaient cool, avec qui tu pouvais discuter, avec qui tu pouvais rigoler. Et ces gens-là aussi ils subissent et ils sont victimes des brebis galeuses qui sont dans leur camp. Et donc faut savoir rester cohérent. Il y a certaines personnes qui ont une logique illogique. Ça c'est mon pote Salim qui disait ça. Si tu me regardes, elle est pour toi celle-là. Il y a certaines personnes qui ont une logique illogique parce que ils vont dire tous les policiers sont comme ça. Mais pourquoi moi tu me discrimines pour une minorité de brebis galeuses? Bah non les gars, tu peux pas appliquer un raisonnement aux autres et te plaindre qu'on applique le même raisonnement à toi. Il faut savoir raison garder, il faut être logique. Donc pour moi, il faut faire la part des choses pour tout le monde pour être juste et cohérent. Et donc oui, il y a le profilage racial qui est catastrophique. C'est le truc classique qu'on connaît tous. C'est t'es un rebeu, tu peux être propre sur toi, t'es dans une voiture, tu vas te faire contrôler, tu peux avoir potentiellement des problèmes que t'aurais pas eu si tu l'étais pas. Mais il y a aussi deux types de profilage qu'on oublie. Il y a un profilage qui est aussi sociologique. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que t'as un rebeu ou un renois en costard avec ta mallette qui va travailler. Est-ce que tu as plus de chances de te faire contrôler et embêter que le français de souche blond aux yeux bleus qui, avec le survêt du Bayern, une sacoche Gucci de Clignancourt, une capuche, un bédo au bec? Bah non, parce qu'il y a aussi une imagerie, une sociologie de ce qu'est la racaille, de ce qu'est celui qui peut faire des problèmes. C'est pas que racial, c'est aussi sociologique. Et c'est aussi contextuel. Ça aussi, je vais donner un exemple. Quand je me faisais beaucoup contrôler, c'était l'époque où je traînais en bas avec mes potes. Même si on était des gentils, on faisait rien, donc on n'avait pas spécialement de problème. Et la majorité du temps, ça se passait bien. T'es sympa. Bonjour, oui, contrôle d'identité. Tu passes ta carte. Ok, bonne soirée, messieurs. Et ça se passait bien. Mais là, je me faisais contrôler souvent. Et moi, la même personne habillée pareil, bah à 14 heures quand je prenais le métro ou quand je marchais dans Paris pour aller à un rendez-vous, bah je me faisais jamais contrôler parce que le contexte n'est pas le même mais la personne est la même. Donc ok, il y a un profilage racial mais il y a aussi d'autres choses qui jouent, tu comprends? Une partie de la police qui ils vont dans la police parce qu'ils ont des haine en eux, c'est des mecs qui sont violents, c'est limite psychopathes. Et ça, c'est des gens qui vont sanctionner parce qu'ils font beaucoup de mal à la profession et ils créent aussi une défiance vis-à-vis de la police en tant qu'institution. Alors que normalement, si t'as rien à te reprocher, tu devrais pas craindre la police. Au contraire, tu devrais les respecter et les aimer. Bon, peut-être pas les aimer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, parce que moi, en vrai, la police, c'était pas un problème dans ma vie. Si j'ai quitté la France, je me disais pas, ah, c'est parce que la police, elle m'oppresse. Moi, j'allais travailler, je faisais ma vie et j'avais pas de problème avec la police dans mon quotidien. Ce qui m'a fait quitter la France, c'est les problèmes avec le logement, la discrimination sur certaines choses, l'ambiance générale, aussi la dégradation du pays, que ce soit économique, l'inflation, qui est ça pour le coup, c'est la même pour tout le monde, hein, que ce soit d'origine maghrébine ou pas. C'est plus ça qui m'a fait quitter le pays. Je me disais pas que je me réveillais le matin quand je pensais à mes problèmes. Je me disais pas que c'est la police. Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont me traiter de vendu, mais est-ce que vous les gars qui travaillaient, qui avaient une vie normale, alors si t'es un dealer de cam, forcément c'est différent, eux ils sont là pour ça. Et si t'es un mec normal qui travaille, etc., est-ce que pour vous la police c'est un problème? Parce que moi c'était vraiment pas le cas. Après, je peux comprendre que pour moi, qu'il n'y ait pas eu de réels problèmes avec la police, qu'il y ait des petits problèmes, mais rien de très traumatisant. J'ai pas un truc qui m'est touché au cœur, qui me dit j'ai de la rancœur envers la police. Et je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont perdu un proche, perdu des amis, qui ont subi des grosses humiliations par la police. Par exemple, je me souviens, j'ai une histoire qui me revient. Il y avait un mec de mon quartier, s'était fait attraper par la police pour je sais plus quoi. Et au commissariat, il s'est fait gifler avec un gant en cuir. Donc tu sais les gants en cuir qu'ils ont les keufs là, super lourds, super épais, en cuir. Il l'a pas giflé une fois. Pas deux fois, mais trois fois, il a fait bon. Et en plus de la douleur, parce que ça fouette et ça cogne, et c'est l'humiliation aussi de subir ça. Il racontait ça en rigolant, donc il avait pas l'air traumatisé. Mais moi, je me dis que rien que si je m'étais fait gifler par un gant en cuir, est-ce que j'aurais ce discours-là? Est-ce que j'aurais pas une haine quand même que j'aurais gardée sur les années et j'aurais pas été aussi nuancé? Donc, je peux comprendre aussi ceux qui ont des griefs envers la police, parce qu'ils ont vécu peut-être d'autres choses, qui ont une histoire qui est différente
Donc je sais pas, dites-moi les gars si vous ce que vous en pensez. Et on arrive à la dernière partie qui sont les solutions et la conclusion. Donc je vais faire rapide parce que là ça fait plus d'1 heure que je tourne et j'en peux plus, je suis vidé. D'ailleurs, abonnez-vous pour me récompenser de ce travail de longue haleine que j'ai fait parce que là j'en ai morflé. On va arriver aux conclusions. Quelles sont les solutions en tant que Maghrébin en France? Et j'ai même envie de dire quelles sont les solutions en tant que Français tout court, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui concernent tout le monde en réalité. En tant que Maghrébin, en tant que musulman, il y a certaines choses qui sont pires. T'es encore plus discriminé, t'es encore plus pointé du doigt, mais les problèmes, elles sont les mêmes pour tout le monde. L'inflation, la dégradation des services publics, des hôpitaux, les problèmes d'accès à la propriété, l'insécurité, etc. Ça, c'est des choses que tout le monde vit. Donc la première solution, c'est de faire comme j'ai fait. C'est partir. Moi, j'ai même plein d'amis qui sont français de souche, qui sont partis pour avoir une vie meilleure. Et c'est tout ce qu'on veut en réalité. On veut tout ça, une vie meilleure pour nous, pour nos familles. Donc, si le pays se dégrade, ça peut être une des solutions, c'est de partir là où tu pourras te sentir mieux. Ça sera pas garanti que ça marche, mais ça se tente. Donc, c'est une des possibilités. Si t'es d'origine, si t'as un pays d'origine, bah pourquoi pas y retourner et essayer d'avoir une vie meilleure là-bas. Et si t'as pas de pays d'origine, bah pourquoi pas tenter un pays, aller à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, comme beaucoup d'amis à moi ont fait, même d'origine autre que maghrébine ou français de souche, vous comprenez? La seconde solution, et c'est celle que je priorise, peu importe si si t'habites en France, si t'habites plus en France, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et pour moi c'est la plus importante, c'est l'élévation personnelle. Je vais pas partir dans des trucs trop spirituels ou trop qui vont perdre trop de gens, mais on vit dans une époque qui est très trouble. Il y a quand même des choses qui sont très sombres, un monde qui se dégrade pour pas mal de raisons. Et je pense que la solution, elle est peut-être pas par le vote ou par les clivages gauche-droite qui sont là pour nous diviser, mais par l'élévation personnelle. C'est-à-dire que si chacun a vraiment une volonté de s'élever, que ce soit déjà par la réussite sociale et financière, hein, c'est important, on va pas se cacher, spirituellement parlant, que ce soit physiquement parlant, parce que tout compte pour faire un humain complet. Et si tout le monde cherche à être meilleur, tout le monde cherche la vérité, la justice, la lumière intérieure. Bon, après, après, je vais passer pour un illuminé, donc je vais pas aller trop pousser sur ces sujets-là, mais si on est juste 50 000 personnes à essayer de s'en sortir, à faire les choses bien, à essayer de faire en sorte que nos familles s'en sortent, nos amis s'en sortent, que ça soit en France, que ça soit ailleurs, et ben ça va créer une chose qui peut changer les choses. Ça va créer une émulation, une espèce d'élan positif qui peut changer les choses. Si on est 50 000 personnes à vouloir s'élever, à aider, à vouloir faire en sorte que nos familles, nos amis s'élèvent, et ben, in fine, ça va faire que la France sera meilleure, que le monde sera meilleur. Et je pense que la solution, elle est là, et pas ailleurs. Les gars, je vais vous laisser sur ça. Je pense que je fais plus ou moins le tour. Peut-être que je referai une vidéo sur le sujet, si ça vous dit, parce que de toute façon, mon point de vue il peut évoluer. Hein. Si j'avais fait la vidéo il y a 2 ans, j'aurais pas eu le même discours. Et heureusement, parce que sinon ça veut dire que j'aurais pas évolué. Peut-être que je referai une vidéo d'ici quelques mois, selon vos retours, selon les demandes, selon l'évolution de mon point de vue. Voilà, c'était la dernière vidéo avant le Ramadan. Je reviens après le Ramadan. Donc si vous voulez me suivre, il y a le TikTok, il y a l'Instagram. Je vais vous laisser là, je veux pas c'est le truc. J'espère que ça vous a plu les gars. Abonnez-vous si ça vous a plu. C'était Hakim. Ciao. Pour la nouvelle génération.